j'ai l'honneur, la difficulté de finir la journée sur cette conférence avant la discussion finale qu'on va avoir. C'est toujours un peu difficile quand on a eu des échanges et des conférences assez riches de finir parce qu'on se dit qu'on va finalement que répéter des choses qui ont déjà été dites. Bon, mais je m'y colle. Donc je vais aborder cette question de l'introduction des questions socialement vives en classe sous l'angle des questions que ça pose aux enseignants, de ce qu'en disent les enquêtes de recherche, et surtout des questions qu'on peut se poser en termes de formation d'enseignants, autour notamment de la gestion des incertitudes, des différentes formes d'incertitudes qui se posent, et puis des problématiques de déontologie enseignante autour du traitement des QSV. Alors, ces questions-là, je reprends la définition que vous avez déjà pas mal vue, puisqu'on reprend toujours les mêmes. Bon, c'est bien des questions complexes, expertisées, médiatisées, essentiellement des questions de santé et d'environnement, voire des questions bioéthiques. Les sociologues des controverses les envisagent comme des jeux d'acteurs et d'arguments dans des contextes historiques et sociaux donnés. Alors j'insiste sur cette dimension du contexte. Château-Renaud, qui est une des figures de proue de la recherche en sociologie des controverses en France, rappelle qu'une controverse, si on prend les OGM, va être vive dans un contexte historique et social et pas du tout dans un autre. En France, par exemple, c'est une question vive, ça l'est beaucoup moins aux États-Unis, et puis que cette vivacité varie au cours du temps. Et donc, nécessairement, on ne peut penser ces questions qu'en définissant le contexte dans lequel on les pense. Deuxième élément caractéristique de ces questions, c'est que, et c'est ça qui fait qu'elles sont plus complètement nouvelles pour les enseignants de sciences, mais quand même qu'elles peuvent poser questions, c'est qu'elles engagent pas simplement des savoirs, d'ailleurs bien souvent plutôt des incertitudes scientifiques que des savoirs, mais aussi des valeurs. Et donc c'est sur cette tension savoir-valeur que je vous propose de discuter dans un premier temps, en essayant de préciser dans quel cadre je vais discuter l'enseignement de ces questions. Pour moi, ce sont des questions politiques, des questions socialement vives, ce sont des questions certes sur des sujets scientifiques, mais ce sont avant tout des questions politiques. Donc ce que ça interroge pour nous en termes d'enseignement, c'est quelle contribution l'enseignement scientifique propose pour l'éducation politique des élèves. Je sais que le terme politique est parfois mal jugé, c'est plutôt noble, alors du coup on dit plutôt l'éducation à la citoyenneté. Pour moi c'est bien l'éducation politique qui se pose là, c'est comment on éduque, nous, et quelle contribution spécifique on peut avoir comme enseignant de sciences. Alors il me semble que la contribution spécifique qu'on peut avoir sur ces questions, c'est que les sciences sont impliquées à double titre dans ces questions politiques, d'une part parce qu'elles soulèvent ces questions politiques à travers les innovations, les OGM, CRISPR-Cas9 bientôt, les cellules souches embryonnaires humaines, etc. Donc les sciences génèrent à travers les innovations techniques et scientifiques des controverses sociales. Et puis, d'un autre point de vue, les sciences sont convoquées pour essayer de réguler, notamment à travers l'expertise, les scénarios proposés, les prises de décision sur ces controverses. Et c'est des deux aspects importants qui font que je pense qu'en tant qu'éducateur de sciences, on a des choses intéressantes à apporter à l'éducation politique de nos élèves. Mais finalement, excusez-moi pour la faute d'orthographe sur les relations, ce qu'on va travailler avec les élèves, c'est bien, à travers ces questions-là, c'est pas tout l'enseignement scientifique, un des éléments de l'enseignement scientifique, c'est les relations sciences-société. Ce qu'on pourrait appeler la socio-épistémologie. Et notamment une question centrale qui est celle de l'expertise. À la fois de sa légitimité, qui est légitime pour prendre des décisions sur ces questions-là, et l'extension de cette expertise. Est-ce que c'est simplement les scientifiques, les professionnels, les citoyens non spécialistes, etc. Alors, avant de rentrer plus précisément dans les incertitudes que ça soulève, les formes d'incertitudes que ça soulève et qu'on va avoir à gérer,
je voudrais discuter deux confusions possibles qui sont assez, à mon avis, assez classiques lorsqu'on aborde ces questions. La première confusion, c'est l'idée quand on va parler d'incertitude, en fait, souvent on a en tête les incertitudes relatives au savoir. Et pas mal d'entre vous disent l'inconfort qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à mobiliser nos savoirs facilement sur ces questions. Mais peut-être parce qu'il y a une confusion, c'est que un débat qu'on va avoir sur une question socialement vive, ça n'est pas un débat scientifique. Hein, c'est bien un débat politique. Et cette distinction, elle est importante à faire parce que si on ne fait pas si on ne rappelle pas cette distinction sans arrêt entre la recherche d'une vérité réfutable, ce qu'on va faire en science dans un débat scientifique, il y a un tas de travaux didactiques qui ont travaillé le débat scientifique, mais par exemple qu'on va avoir dans une démarche d'investigation. Une démarche d'investigation, l'un des objets, c'est de proposer une réponse vraie, même provisoire, mais vraie, réfutable à une question qu'on se pose. Or, quand on aborde une question socialement vive, c'est pas ça l'objet. On ne va pas essayer de donner une réponse vraie, on essaie de donner une réponse juste. Enfin, une réponse politique. Alors très souvent on dit une réponse juste sur le plan social, parce que c'est une valeur importante pour nous. Mais ça n'est pas parce que quelque chose est vrai qu'il est juste. Hein, on peut avoir des choses vraies qui ne sont pas justes socialement. Et donc cette distinction elle est importante, elle a été notamment soulignée par le philosophe Habermas, Jürgen Habermas, en disant si on ne rappelle pas sans arrêt cette distinction entre le registre de la vérité et de la justesse éthique, eh bien on se retrouve dans des situations où on va avoir des confusions entre des discours de type normatif et des discours de type positif, avec toutes les dérives potentielles du scientisme au relativisme, etc., des modèles totalitaires aussi, qui peuvent s'appuyer sur des discours positifs en faisant des normes. Donc ça c'est une première distinction. Deuxième distinction qu'on a déjà un petit peu abordée, c'est la distinction entre fait et valeur, entre savoir et valeur. C'est une question pas si simple que ça, c'est assez, dans nos épistémologies occidentales, c'est assez rassurant de se dire on aurait un registre de faits scientifiques, objectifs, et puis un registre d'opinion, subjective, avec des valeurs, etc. En fait, je vais vous présenter simplement deux exemples en vous interrogeant sur ce que c'est. Deux exemples sur lesquels j'ai un petit peu travaillé, notamment celle sur la question du statut de l'embryon, des cellules souches embryonnaires humaines, dans la recherche. Lorsque donc les législations sont très différentes selon les pays, vous savez que c'est une question très controversée en France, avec un moratoire assez récent qui a permis aux chercheurs de travailler sur ces cellules souches embryonnaires humaines. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la population était opposée à l'idée de récupérer sur des embryons surnuméraires un certain nombre de cellules, puisqu'il y avait destruction de l'embryon, et donc ça pose la question de cet embryon, quel est son statut ? Est-ce que c'est un objet ? Est-ce que c'est un sujet ? Ou plutôt à partir de quand c'est un sujet, puisqu'il y a la question qui se pose, donc les églises se positionnent différemment. Globalement, dans pas mal de pays, un des arguments importants, mais qu'on retrouve dans les discours de chercheurs, parce que moi j'ai analysé pas mal les discours de chercheurs sur cette question, c'est de dire c'est un sujet à partir de tant de semaines, et ce nombre de semaines est dépendant de l'ontogénèse du système nerveux, de près ou de loin. Et donc ça c'est présenté par les chercheurs comme une connaissance, c'est-à-dire que c'est à partir de tel temps de semaines de développement qu'on va avoir à apparaître une structure, un tube neural, etc. Et donc on peut avoir affaire à un sujet. Est-ce que c'est une connaissance ou est-ce que c'est une opinion ? Extrêmement difficile de le dire. Personnellement, je pense que c'est une opinion. Mais qui mobilise des connaissances. Mais vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça, cette question. On a exactement la même problématique pour la fin de vie, pour la question de la mort, notamment de la mort cérébrale, vous connaissez cet état, qui va permettre notamment de récupérer des organes chez un individu, etc. Et donc on a là une connaissance scientifique, qui a un certain nombre, plus d'activité synchrone des neurones, quand on fait un enregistrement électroencéphalographique, avec un certain nombre de propriétés des patients, et auquel on va associer un état légal, qui est celui de la mort cérébrale. D'accord ? Là, pareil, est-ce que c'est une connaissance, une valeur ? Alors,
je pense qu'un des éléments qui permet d'éclairer ce débat, il a été soulevé par un philosophe de la biologie, un épistémologue, Georges Canguilhem, que pas mal d'entre vous connaissent, je pense, qui s'est pas mal intéressé à ces questions de normalité. Et donc il a introduit un concept qui, à mon avis, permet de dépasser cette fausse opposition entre connaissance et valeur, cette facile opposition entre connaissance et valeur, qui est le concept de norme. Il dit en fait ce qu'on construit socialement, c'est des normes. On mobilise des faits d'observation pour construire des normes. Mais il rappelle, lui il dit une norme finalement, c'est un processus qui va affecter un certain nombre de valeurs à des faits d'observation. Mais ce qu'il rappelle, c'est que ces normes, elles sont construites socialement. Ce n'est pas des normes d'observation. D'accord ? Il dit, si on oublie que ces normes sont toujours construites socialement, c'est là qu'on a des dérives racialistes, qu'on a pu en vivre dans l'histoire des sciences, où on a fait de ce qui pouvait être considéré à un moment donné comme des faits d'observation, où on en a fait des normes sociales. Donc je pense que ces deux éléments-là, c'est deux choses qui permettent de cadrer déjà un petit peu la façon dont on peut penser ces questions quand on est enseignant et qu'on s'engage sur le traitement de ces questions avec les élèves. Alors, ça permet au moins de discuter un certain nombre d'incertitudes. D'une part, les incertitudes épistémiques, je l'ai dit, mais en fait, il y a nombre d'autres incertitudes qui sont en jeu dans nos questions. Il n'y a pas que des incertitudes sur les savoirs, quand on envisage une question socialement vive. Il y a des incertitudes sur les effets, et notamment sur les effets des sciences et des innovations technoscientifiques. Beck rappelle que les sciences, évidemment, sont plus simplement ne se présentent plus pour les populations comme des solutions à des problèmes, mais soulèvent des problèmes par leurs effets induits. Des incertitudes sur les décisions qu'on va prendre et sur les modalités de prise de décision. C'est-à-dire qu'on réinterroge, on est incertain sur quelles sont les bonnes formes de gestion politique de ces questions. Est-ce que finalement la démocratie représentative est la mieux à même de nous permettre de travailler ces questions? Si on prend par exemple les questions bioéthiques, ce sont des questions socialement vives, on a des modèles, les états généraux de la bioéthique. On va avoir une révision des lois bioéthiques l'année prochaine. La dernière révision des lois bioéthiques a été précédée d'états généraux, qui en fait sont une forme de démocratie plutôt participative, consultative on va dire. On réinterroge, Didier tu en as parlé un petit peu ce matin, le rapport aux expertises. Et les experts eux-mêmes se réinterrogent sur les expertises, sur les modèles technologiques. Est-ce que finalement le modèle dominant, qui reste assez dominant, c'est le politique consulte des experts pour avoir une réponse aux questions qui se posent? Est-ce que c'est le plus intéressant? Donc tout un courant de sociologie qui envisage des forums hybrides où on a différentes catégories d'acteurs. Des incertitudes sur les données et les sources d'information. On a travaillé un petit peu ensemble, notamment sur les sources d'information médiatiques, en qui avoir confiance en fonction d'une pluralité de rationalité, d'une pluralité de légitimité sociale, et notamment dans un contexte de développement des technologies de l'information, où pour nous enseignants, pas simplement enseignants de sciences, mais tous les enseignants, on se réinterroge plus largement sur les incertitudes quant aux données, avec les fake news, avec les complots, et donc là ça rejoint cette dimension-là. Que l'on pense d'ailleurs qu'il y a une question extrêmement difficile, je ne sais pas si vous la travaillez avec vos élèves, vos étudiants, mais extrêmement difficile à travailler avec les étudiants, que souvent je pense on a tendance à travailler sous l'angle de la question du doute, et des formes de doute, comment les scientifiques traitent de doute, comment les journalistes traitent le doute, etc. Mais qui en fait peut-être se pose plutôt en termes de confiance, en qui et pourquoi je peux avoir confiance. À mon avis c'est sans doute plus simple, parce que justement sur les questions de complot, ce qui est mis en avant c'est le doute. C'est pas en qui je peux avoir confiance, et donc je pense qu'une façon de travailler cette question-là, c'est plutôt la question de la confiance. Et puis bien entendu, la question des incertitudes sur les acteurs. C'est-à-dire que c'est des questions qui ont été longtemps gérées par le politique et le scientifique, pour faire court, mais où en fait on envisage l'intervention d'une pluralité d'acteurs. Les riverains, les associations de consommateurs, les contre-experts, etc. Alors, toutes ces formes d'incertitude,
évidemment, débouche sur une incertitude généralisée à envisager ces questions, et dont vous avez, à mon avis, témoigné largement. Alors, ces incertitudes peuvent s'exprimer pour le professionnel qui est l'enseignant, à la fois en termes des enjeux, des modalités, comment je traite ces questions pratiquement en classe avec mes élèves, et des postures. C'est-à-dire comment je me positionne moi. Alors les enjeux, on en a déjà pas mal parlé, je ne vais pas revenir, mais il y a des incertitudes sur les enjeux. Je ne suis pas persuadé qu'on soit tous d'accord sur nos interprétations des programmes et sur ce qu'il s'agit de faire quand on traite ces questions. Parce que ce qui est mis en avant, c'est l'esprit critique, mais on a presque autant de définitions de l'esprit critique que de personnes qui mobilisent ça. Alors ça peut être utilisé, certains vont dire les enjeux c'est de motiver les apprentissages pour que les élèves donnent du sens aux apprentissages, d'autres vont dire c'est pour faire de la formation épistémologique, pour comprendre comment les sciences fonctionnent, d'autres c'est pour aller vers une pensée critique, une dérationalité critique, ce qui a été présenté par Olivier tout à l'heure. C'est clairement nous, dans la façon dont on a construit la démarche d'enquête, c'est clairement dans cette perspective-là qu'on se situe, c'est le choix qu'on a fait des enjeux d'enseignement, où je vous rappelle que à la fois au-delà des questions de réflexion, d'enquête, etc., on va jusqu'à la question de l'action politique. C'est-à-dire qu'on pense qu'une formation politique à travers les questions socialement vives doit viser la capacité à travailler l'action politique avec les élèves. C'est-à-dire, pour reprendre l'idée de Paolo Freire, qui disait l'école c'est un lieu de confrontation d'idées et d'arguments où les élèves prennent conscience de la réalité et de leur capacité à la transformer. Ce qui est bien terrible, c'est quand nos élèves nous disent c'est comme ça et je peux rien y faire. Bon, ça me désarme quand les étudiants disent ça, disent c'est comme ça et puis de toute façon on peut rien y faire. Alors je crois que c'est un des enjeux importants, c'est de leur dire si on doit pouvoir y faire quelque chose. Bon. D'une manière générale, et ça a été dit, je crois que je suis incapable de dire comment gérer ces différentes formes d'incertitude, si n'est d'essayer de se mettre dans une position, dans un état d'esprit où les incertitudes, c'est plutôt un moteur d'apprentissage qu'un frein. Alors je suis assez critique vis-à-vis, je ne sais pas si c'était ironique ce que tu disais sur les études neurocognitives là, que tu mobilisais. Quand je t'écoutais dire, on s'aperçoit que c'est les mêmes zones du cerveau qui sont activées quand on sait ce qui va se passer ou on ne sait pas ce qui va se passer, donc en fait on a peur des incertitudes. Je me disais à l'inverse, imaginons un monde de certitude. Imaginons un monde où vous savez exactement ce qui va se passer la seconde qui suit. C'est un monde invivable. Donc je ne suis pas persuadé que les incertitudes soient psychologiquement, je ne suis pas psychologue, mais je ne suis pas persuadé qu'elles soient psychologiquement déstabilisantes. Je suis persuadé que... Comment ? Ça peut être stimulant. Enfin, en tout cas, je me dis qu'une façon de penser la gestion des incertitudes, c'est de se dire, allez, mettons-les de notre côté. Et puis, alors du coup, ça veut dire... C'est pas l'objet, ça veut dire c'est pas réduire les incertitudes, l'enjeu va pas être de réduire les incertitudes, mais d'en faire des atouts de motivation, ce que dit Penavega, c'est des stimulants de l'attention, de la vigilance, de la curiosité, de l'inquiétude, et du coup on met en place peut-être de nouvelles stratégies cognitives. Bon, en tout cas ça pose la question des incertitudes en termes de posture d'enseignement. Je pourrais l'envisager, cette question-là, à différents niveaux de la démarche d'enquête qui vous a été proposée. C'est-à-dire, quand on va recueillir des informations, quand on va inviter un acteur extérieur à l'école, quelle est la posture, ma posture en tant qu'enseignant, comment je m'engage là-dedans. Par exemple, ainsi, le choix, je ne sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé sur ces questions-là, d'inviter pourquoi ça nous est arrivé en formation à Montpellier, notamment, souvent en enseignant de sciences, on se dit je vais être tranquille, j'invite un scientifique. Comme ça, au moins... Mais alors, moi je me rappelle avoir invité un scientifique, Didier, en classe, avec un autre scientifique, ils n'étaient pas d'accord entre eux, c'était assez intéressant, parce que... bon bref, on a des cas où un militant, ou est-ce que je peux inviter un militant en classe? Alors c'est cadré par l'institution, cadre, mais la beau cadré,
Vous voyez bien que va se jouer, là, quand vous invitez en classe un acteur extérieur, beaucoup de choses de votre posture, de votre représentation de l'engagement, etc. Mais bon, je pourrais prendre cet exemple-là. J'ai choisi de vous donner un exemple sur un autre élément de la démarche d'enquête qui est celui des sources d'information. C'est juste un résultat de recherche d'un travail qu'on avait mené avec Ariel de Bernardo à Montpellier, sur des enseignants de l'IREM qui nous disaient on veut travailler sur les questions socialement vives et les médias. C'était juste après l'affaire Serralini, sur les OGM. Et ils nous disaient bon ben voilà, on voudrait les faire travailler sur les médias, donc on a proposé de faire un travail de recherche avec eux sur comment ils constituaient leur corpus médiatique. C'est-à-dire qu'ils voilà, préparaient leur séance de cours et puis ils se sont retrouvés, donc ils se sont dit il faut qu'on chope chacun des documents et puis on va les adapter, etc. Et donc nous ce qui nous a intéressé c'est la dynamique de qu'est-ce qu'ils gardaient, comment ils modifiaient les documents et puis après, comment ils discutaient entre eux de ces documents, leurs échanges mails, etc. Et puis on les a rencontrés ensuite en entretien individuel pour avoir leur point de vue sur la question, etc. Alors il y a différentes sortes de choses qui sortent de cette étude-là. Première chose, c'est qu'ils rentrent dans la constitution du corpus sans discuter eux-mêmes de leur point de vue sur la question. Est-ce que sur les OGM agroalimentaires, je suis plutôt favorable dans telles conditions, etc. Il n'y a pas de discussion sur le fond politique de la question politique qui se pose. Mais à l'inverse, tout le monde, sans exception, c'est exactement ce que les autres pensent. Ils disent un tel, je sais qu'il est pro-OGM. C'était surtout d'ailleurs, il y avait aussi 7 enseignants de disciplines variées. Ça c'est quelque chose qu'on voit, j'en discute avec les chercheurs, on le voit aussi. Hein. Donc c'est assez intéressant, c'est qu'on discute assez rarement finalement, mais c'est un peu notre cas ici, on a peu discuté du fond politique des questions. Peut donner notre avis, mais donc on s'aperçoit de ça. Donc ça veut dire qu'on peut préparer collectivement un cours sur une question politique sans avoir même débattu du fond politique et de se dire voilà, c'est pas problématique, hein, mais on s'aperçoit que ça existe. Mais globalement, quand on analyse le corpus qu'ils vont sélectionner au cours du temps, qu'ils vont faire évoluer, on se rend compte que ce corpus il reflète quand même les opinions dominantes dans le groupe. Il y avait en gros une personne qui était vraiment favorable aux OGM agroalimentaires, pourtant que c'était vraiment une source d'innovation technoscientifique qui permettait de répondre à des questions sociales, et les 6 autres étaient réellement défavorables. Et globalement, le corpus de documents qu'on garde, c'est un corpus qui montre une opinion défavorable, hein, où on travaille avec les élèves. Comme si, petit à petit, alors même qu'ils disaient, ils se sont donné un principe au départ, ils disaient il faut qu'on soit neutre sur cette question-là vis-à-vis des élèves. Mais petit à petit, ils assument de dire finalement non, on n'est pas neutre, donc on va. Mais c'est peu parlé. Bon, alors, du coup, ça pose la question, mais avec quelle posture on adopte, quoi. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est difficile de répondre à cette question, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un changement de posture. Une simple et bonne raison, c'est que l'enseignant, c'est plus celui qui sait et qui détient des savoirs dans cette situation-là, c'est plutôt celui qui va animer une réflexion. Ce que montrent les travaux de recherche, notamment les travaux de l'équipe toulousaine, c'est qu'il y a un décalage extrêmement important entre l'intention de posture des enseignants et ce qui se passe réellement dans les classes, d'une part, et que de toute façon, les postures, elles sont liées aux visions des sciences que les enseignants ont. Et des relations sciences-société. Sadler aussi, qui a travaillé la question aux États-Unis, montre qu'il y a des stratégies extrêmement variées chez les enseignants pour aborder ces questions en classe. Certains pensent que c'est nécessaire de les aborder, voire qu'elles doivent faire partie des programmes. Mais d'autres qu'elles doivent faire partie des programmes et qu'elles sont tellement embêtantes à traiter que finalement on ne les traite pas. D'autres que clairement sciences et éthique n'ont rien à voir et donc il ne faut pas les traiter en classe. À l'inverse, d'autres que toute forme d'éducation doit participer au développement d'une réflexion éthique chez les étudiants. Donc on a une vraie diversité de positionnement qu'on retrouve sur les QSV. Ce que Houlton, lui, et son équipe montrent que malgré la diversité des positionnements, quand ces questions sont traitées en classe,
les enseignants adoptent la posture de montrer assez généralement une diversité de points de vue de différents groupes sociaux. C'est d'ailleurs pas une question si évidente que ça, parce que ce qu'on appelle la symétrisation, c'est-à-dire de montrer, de symétriser les points de vue, c'est une question qui se pose à la sociologie des sciences, parce que quand on symétrise des points de vue, d'une certaine manière, on valorise des points de vue minoritaires socialement à un moment donné, quels qu'ils soient. Si vous symétrisez, si vous dites je fais un corpus médiatique, prenez, vous vouliez travailler sur un moment climato-sceptique, par exemple, hein, au moment de l'affaire Allègre, vous voulez monter un corpus médiatique, vous intégrez au même titre les arguments des uns et des autres, vous symétrisez la question, et donc là il y a toute une réflexion pas évidente à avoir sur cette dimension-là. Bon, en tout cas, ce que les enseignants tiennent quand même à montrer une diversité de points de vue. Ils tiennent à montrer aussi que différents groupes vont fonder des points de vue sur des informations différentes ou sur des interprétations différentes des mêmes informations. C'est là souvent que les valeurs d'ailleurs interviennent. Hein, je vous le disais tout à l'heure. C'est bien ça, c'est que cette diversité d'interprétation est fonction des valeurs, la façon dont on voit le monde. Et le fait qu'une controverse scientifique ne peut pas toujours être résolue, et qu'elle est évolutive. On le voit avec les lois bioéthiques. Ça, c'est les premiers éléments qu'on voit. Et puis sur la très grande majorité quand même des études qu'on a, la posture qui est privilégiée, c'est la neutralité. C'est les enseignants, mais d'ailleurs c'est souvent ce qu'on leur demande de faire, hein, ils revendiquent une posture de neutralité axiologique, de ne pas s'engager. Bon, alors ça pose la question, vous aurez compris que moi ça me paraît quasiment intenable. Encore que, ça dépend des contextes, on va en discuter. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette neutralité qu'on demande à l'enseignant, c'est l'institution elle-même n'est pas neutre. Hein, l'école est empreinte de valeurs et revendique des valeurs. Regardez le débat sur la laïcité. L'école, c'est une valeur, donc c'est pas une neutralité. Hein. Pour rappeler les différentes valeurs. Mais alors ce qui est d'assez intéressant, c'est que ces valeurs-là, je les ai assez peu vues en contexte travailler à travers nos questions socialement vives. Alors qu'elles le seraient extrêmement intéressantes à travailler sur le glyphosate. Qu'est-ce que ça veut dire que la liberté, tu l'évoquais sur le jardin, là, est-ce que je mets qu'est-ce que c'est que l'égalité quand on prend une question comme celle-là, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, internationale, etc. Qu'est-ce que c'est que la fraternité? Deuxième élément, est-ce que notre discipline elle-même et nos programmes, est-ce qu'ils sont neutres? Certainement pas, je ne le pense pas. Ils sont loin d'être neutres. Hein, il suffit d'en faire une analyse diachronique des programmes depuis Quesada avait fait ça sur l'évolution humaine par exemple, et de montrer les conceptions racialistes qu'il y avait dans les programmes de biologie au début du XXe. Alors c'est pas parce que ça existait il y a un début du XXe que ça n'existe plus aujourd'hui, et on pourrait dire même d'ailleurs heureusement que nos programmes portent des valeurs. Quand on enseigne la contraception, on porte des valeurs. On demande à un enseignant de sciences de porter des valeurs sur l'éducation à la santé, sur le respect du corps, sur les déterminismes de genre, etc. C'est bien pour ça d'ailleurs que ça dérange certains, hein, et qu'on a des manifestations de gens qui sont opposés aux valeurs qui sont dans nos programmes. L'écologie, le DD, tout ça, ça emprunte de valeur. Bon, après, il y a bien sûr notre neutralité individuelle. Est-ce qu'on est neutre? On pourrait dire à l'échelle individuelle, on n'est pas neutre. Alors, il y a des cas qui sont extrêmement intéressants. J'en discutais avec certains d'entre vous dans les ateliers. L'exemple de la vaccination sur la grippe A en 2009-2010, là, c'est une question qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous aviez une injonction quasiment gouvernementale à se vacciner. Et puis des postures individuelles d'enseignants, mais qui étaient quasiment insurmontables. Parce que moi, j'ai pas mal d'enseignants de biologie qui ne se sont pas fait vacciner, qui n'ont pas fait vacciner leurs enfants, mais qui se retrouvaient donc dans une situation où il fallait qu'ils démontrent à leurs élèves qu'il fallait se vacciner, alors qu'eux-mêmes ne se vaccinaient pas, ne vaccinaient pas leurs enfants. Comment on gère cette difficulté-là? Moi, c'est juste la question que je me pose. Et force est de constater qu'on n'a pas beaucoup d'espace en tant qu'enseignant pour le faire. Il y a peu d'espace, mais ce qu'on pourrait appeler une déontologie enseignante en fait. Alors, je pense que votre groupe constitue un espace, à mon avis, vous le faites, mais que... enfin, je ne sais pas, peut-être que dans les établissements, il y a des espaces. Moi, je les ai peu connus quand j'étais enseignant. En tout cas, je les ai peu connus de manière
professionnalisé. C'est-à-dire que j'ai connu des discussions avec des collègues enseignants sur... Mais c'était pas professionnalisé. C'est-à-dire qu'on ne se retrouvait pas. Voilà, j'ai un problème d'enseignement, de posture sur cette question-là. Qu'est-ce que je fais de mon point de vue individuel? C'est une question politique. Alors, il y a des outils qui permettent au moins de penser quelles pourraient être des postures possibles. Je pense que vous connaissez pas mal cette typologie de Kelly, là. Kelly, lui, distingue 4 postures. Il dit en gros, il y a la neutralité exclusive, ceux qui disent en science, on n'a pas abordé des questions de politique parce qu'on est justement sur une opposition entre faits et valeurs, ou alors une partialité exclusive. Hein, on a tel point de vue et il faut démontrer, convaincre les élèves. Je dirais que finalement, celle-là, sur une QSV, on l'aborde, elle est un peu disqualifiable, mais elle existe sur certaines questions. Prenez sur les rapports de genre, par exemple, d'égalité homme-femme, on nous demande, et on a fait le choix démocratique, que ce soit une partialité exclusive. Hein. Donc elle existe bien, celle-là, elle est mise en œuvre. Hein. Bon, sur les QSV elles-mêmes, en général, on a plutôt le choix entre deux postures. L'impartialité neutre, c'est-à-dire je vais présenter différents points de vue mais je ne donne pas le mien, et Kelly lui discute, il dit c'est assez intéressant de dire aux élèves voilà mon point de vue, je ne veux pas vous convaincre de mon point de vue, on reste dans le cadre des valeurs démocratiques, mais vous avez votre point de vue. Bon, à mon avis, ça permet simplement de penser où est-ce qu'on pourrait situer, mais il n'y a pas un choix à faire entre ces différentes postures, hein, c'est simplement une manière de penser des postures, et en tout cas, ce que je pense réellement, c'est que c'est très difficile de déconnecter cette question-là de la question du contexte d'enseignement. C'est-à-dire que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a des établissements, il y a des classes, il y a des moments de l'année, il y a où on va pouvoir choisir d'avoir telle posture plutôt que telle autre parce que ça paraît plus adapté, etc. Donc clairement, en gros, les experts de la posture, c'est les enseignants eux-mêmes. Mais ils mutualisent peu cette expertise, c'est tout ce que je peux dire. Alors, une façon de le penser, de le discuter, nous on l'avait travaillé, c'est de se donner une cartographie de controverse et puis de se poser la question, où est-ce que je me mets dans cette cartographie? Ça c'est assez intéressant quand on travaille avec les stagiaires, de leur dire, très peu pensent à se positionner sur la cartographie en tant qu'enseignant, ou de positionner l'école. Et quand ils commencent à le faire, là on a des discussions extrêmement intéressantes, puis ça pose les discussions. Certains vont dire, mais ça c'est sur la controverse autour du barrage de Sivins. Hein. Et donc là il y a beaucoup de discussions, par exemple, là, ce groupe-là pensait l'école, tout ce qui est avec des flèches, vous reconnaissez un schéma fonctionnel de biologiste. Avec les flèches, avec les signes moins, là c'est tout ce qui va préserver le milieu. Hein, d'accord, donc tout ce qui contre la transformation du milieu par le barrage. Et donc, donc tout ce qui s'oppose à la destruction de la nature, en gros, et de la biodiversité. Et, par exemple, ils ont discuté, en pensant que ce que leur demandait le contrat éducatif dans les programmes, c'était de défendre plutôt cette idée-là, hein, d'être plutôt dans cette posture. Voilà. Mais c'est juste pour vous dire que c'est un exemple d'outil qui permet de vraiment discuter pragmatiquement des questions de posture. Voilà, je vous remercie, je m'arrêterai là.